Ce soir-là, j'ai trouvé un téléphone que j'aurais dû laisser dormir pour toujours. C'était un vieux Nokia, caché tout au fond d'un tiroir que je n'avais pas ouvert depuis des années. Le téléphone de mon mari. Mon Théodore, fallécido il y a 6 ans déjà. Je l'ai branché juste pour revoir son visage sur quelques photos, pour entendre peut-être le son de sa voix sur un vieux message, pour me souvenir des jours heureux. Mais quand l'écran s'est allumé, il y avait une notification, un message non lu, reçu il y a 3 jours. 3 jours. Mon cœur s'est arrêté. Elle ne sait toujours rien. Continue selon le plan. J'ai relu ces mots 10 fois, 20 fois. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli lâcher le téléphone. Comment un mort pouvait-il recevoir des messages 6 ans après son enterrement? J'ai composé le numéro. Je ne sais même pas pourquoi. Peut-être par colère, peut-être par peur, peut-être parce qu'après 69 ans de vie, on finit par vouloir la vérité, même quand elle fait mal. La sonnerie a résonné 1 fois, 2 fois. Puis une voix d'homme a répondu. Une voix que je connaissais très bien. Le docteur Renaud Marvaux, le cardiologue de Théodore. Et quand j'ai entendu ces mots, il m'avait promis que vous ne sauriez jamais. Tout est devenu noir. Je me suis réveillée sur le carrelage froid de ma cuisine, le téléphone encore serré dans ma main. Je m'appelle Odette Chastain. J'ai 69 ans et je vis seule dans un appartement du 15e arrondissement de Paris depuis la mort de mon mari. Enfin, depuis ce que je croyais être sa mort. Pendant 42 ans, j'ai été l'épouse de Théodore Chastain, architecte respecté, homme élégant et discret. Nous avions une vie tranquille, bourgeoise, sans éclat mais sans drame. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Jusqu'à ce soir de novembre où j'ai ouvert ce tiroir. Et où j'ai compris que j'avais passé 6 ans à pleurer un fantôme. Je me souviens encore de notre premier appartement, rue de Vaugirard. Un 3 pièces modeste, avec une petite cuisine où Théodore aimait me regarder préparer le dîner en buvant son thé. Il avait cette façon de poser sa main sur mon épaule quand il passait derrière moi. Ce geste doux, protecteur, qui me faisait sentir aimée. Nous n'avons jamais eu d'enfant. Ce n'était pas un choix, c'était la vie. Mais nous nous suffisions l'un à l'autre. Du moins, je le pensais. Le dimanche, nous allions déjeuner chez sa mère à Neuilly. Elle était stricte, froide parfois, mais elle respectait notre union. Théodore était son fils unique, son trésor. Théodore dessinait. Moi, je lisais. Le soir, nous regardions les informations ensemble, puis nous allions dormir sans bruit, dans cette routine confortable qui ressemble au bonheur quand on ne connaît rien d'autre. Il y avait une bague que je portais tous les jours, une alliance en or blanc, avec une petite émeraude. Il me l'avait offerte pour nos 20 ans de mariage. Pour toi, ma fidèle Odette, avait-il dit ce jour-là, en glissant l'anneau à mon doigt dans ce petit restaurant de Montmartre où nous aimions aller. Ma fidèle. Ce mot me hante encore aujourd'hui, parce que pendant que j'étais fidèle, lui, il vivait une autre vie. Les premières fissures sont toujours silencieuses. C'était environ 3 ans avant sa mort. Théodore avait commencé à avoir des problèmes cardiaques. Rien de grave, disait-il. Juste de la fatigue, du stress lié au travail. Il avait trouvé un excellent cardiologue, le docteur Renaud Marvaux. Un homme brillant, la cinquantaine, toujours impeccable dans ses costumes sombres. Une poignée de main ferme, un regard franc. Théodore l'aimait beaucoup. C'est plus qu'un médecin, Odette. C'est un ami maintenant, me disait-il souvent. Je trouvais ça étrange. Mon mari n'était pas du genre à se confier facilement. Il avait peu d'amis. Mais avec ce médecin, il semblait différent, plus détendu, presque complice. Parfois, le docteur Marvaux venait dîner chez nous. Il m'apportait des fleurs, toujours des lys blancs, et me complimentait sur ma cuisine. Il avait ce sourire poli, professionnel, qui ne laissait rien transparaître. Et moi, naïve, je servais le Bordeaux en les écoutant parler de voyages, de musique, de restaurants à la mode. Ils riaient ensemble, comme 2 vieux complices. Un soir, en rangeant le manteau de Théodore, j'ai trouvé un bout de papier froissé dans sa poche, une adresse que je ne connaissais pas, un code d'immeuble et un horaire griffonné à la hâte. Jeudi, 15 heures. Quand je lui ai demandé ce que c'était, il a souri sans me regarder vraiment. « Oh, ça, c'est pour un rendez-vous médical. Le docteur Marvaux me fait des examens complémentaires dans une clinique privée à Boulogne. Rien d'inquiétant, ma chérie. Juste de la prévention. » J'ai hoché la tête. Je l'ai cru. Je l'ai toujours cru. Parfois, on fait confiance à ceux qui ne la méritent pas. Et vous, avez-vous déjà été déçu par quelqu'un que vous aimiez? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. J'aimerais vous lire. Mais cette nuit-là, en me retournant dans le lit, j'ai senti quelque chose dans mon ventre. Une petite voix qui murmurait « Quelque chose ne va pas ». Je l'ai ignoré.
Comme on ignore toujours les premières alertes, parce qu'on préfère croire que tout va bien, parce que la vérité fait trop peur. Quelques semaines plus tard, Théodore a commencé à partir plus souvent. Rendez-vous médical, examen de routine. Le docteur Marvaux veut surveiller mon cœur de près. Toujours le jeudi, toujours à 15 heures. Et il revenait différent, plus léger, presque heureux. Je me disais qu'il devait être soulagé, que les résultats étaient bons. Aujourd'hui, je sais qu'il revenait d'ailleurs, d'une autre maison, d'une autre femme, d'une autre vie, une vie où je n'existais pas. Quand je me suis relevé du sol, j'avais mal partout, pas seulement au corps, partout à l'intérieur. J'ai regardé le téléphone posé sur la table, cet objet que j'avais cru inoffensif, ce Nokia gris anthracite que Théodore gardait toujours dans sa poche de veste. Il m'avait promis que vous ne sauriez jamais. Ces mots tournaient dans ma tête comme une prière à l'envers. J'ai rappelé le numéro, 1 fois, 2 fois, 10 fois. Personne n'a décroché. Le docteur Marvaux savait que j'avais découvert quelque chose. Et maintenant, il se cachait. Je me souviens de notre dernière année ensemble, celle avant sa mort supposée. C'était l'année où Théodore était devenu quelqu'un d'autre. Il rentrait tard le soir, avec ce parfum différent sur sa veste. Pas du parfum de femme. Non, c'était plus subtil que ça. C'était l'odeur d'une autre maison, d'un autre savon, d'une autre vie. Il ne me regardait plus vraiment quand il me parlait. Ses yeux glissaient toujours ailleurs, vers la fenêtre, vers son téléphone, vers un endroit où je n'étais pas. « Tu sembles fatigué », lui disais-je parfois. « C'est le cœur, ma chérie. Le docteur Marvaux dit que je dois me ménager. » Toujours cette excuse, toujours ce médecin. Un jeudi après-midi, c'était toujours le jeudi, j'ai décidé de le suivre. Je sais, c'est mesquin, c'est indigne d'une femme de mon âge, de mon éducation. Mais j'avais besoin de savoir. J'ai pris le métro jusqu'à Boulogne, l'adresse que j'avais trouvée sur le papier froissé. Un immeuble haussmannien, élégant, avec des balcons en fer forgé et des volets bleu nuit. Ce n'était pas une clinique, c'était un immeuble résidentiel. J'ai attendu sur le trottoir d'en face, caché derrière un kiosque à journaux. Je me sentais ridicule, une vieille femme qui espionne son mari comme dans un mauvais roman. Et puis je l'ai vu sortir, Théodore, mais pas seul. Il tenait la main d'une petite fille. Elle devait avoir 7 ou 8 ans, des cheveux châtains en natte, un cartable rose sur le dos. Elle riait, et lui aussi. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Derrière eux, une femme est apparue, la trentaine, peut-être 40 ans, belle, blonde, avec ce genre d'élégance naturelle qui ne demande aucun effort. Elle a embrassé Théodore sur la joue, pas comme on embrasse un ami, comme on embrasse quelqu'un qu'on attend tous les jours. Ils sont montés tous les trois dans une voiture, une Audi grise que je ne connaissais pas, et ils sont partis. Moi, je suis resté là, debout, paralysé. Le monde tournait autour de moi, mais je ne bougeais plus. Je n'ai rien dit ce soir-là quand Théodore est rentré, ni le lendemain, ni la semaine suivante. Je ne savais pas quoi dire, comment dire, par où commencer. Alors j'ai fait ce que j'ai toujours fait, j'ai continué. J'ai préparé le dîner, j'ai souri, j'ai posé ma main sur la sienne comme avant, mais à l'intérieur, quelque chose s'était brisé. 3 mois plus tard, un matin de février, le téléphone a sonné. C'était le docteur Marvaux. Sa voix tremblait légèrement, professionnelle, mais émue. « Madame Chastain, je suis navrée. Théodore a eu un arrêt cardiaque ce matin à la clinique. Nous avons tout fait pour le réanimer, mais le reste, je ne l'ai pas entendu. Le combiné m'a échappé des mains. Théodore était mort. Mon mari était mort. Les obsèques ont eu lieu 1 semaine plus tard. Crémation, comme il l'avait demandé dans ses papiers. Il ne voulait pas de cercueil, m'avait expliqué le docteur Marvaux en me serrant la main, le regard fuyant. Il me l'avait dit plusieurs fois. J'ai hoché la tête. J'ai tout accepté. Parce qu'on accepte tout quand on est en état de choc. Le docteur Marvaux était là, au crématorium, debout au fond de la salle, les mains jointes, le visage grave. Il m'a regardé une seule fois. Et dans ce regard, aujourd'hui, je le sais, il y avait de la culpabilité. Pas celle d'un médecin qui a perdu un patient, celle d'un complice qui a trahi une femme. Pendant 6 ans, j'ai porté le deuil. J'ai porté cette alliance en or blanc avec son émeraude. Tous les jours, j'ai rangé ses vêtements, ses livres, ses dessins. J'ai gardé son parfum dans la salle de bain pour sentir son odeur de temps en temps. J'ai pleuré, seul, la nuit, en silence, parce que c'est ce qu'on fait quand on perd quelqu'un. Sauf que je n'avais rien perdu. Théodore m'avait quitté. Il avait choisi de disparaître, de me faire croire qu'il était mort, pour pouvoir vivre ailleurs, avec elle, avec cette petite fille,
avec une vie qui n'était pas la nôtre. Et le docteur Marveau l'avait aidé. Il avait signé un faux certificat de décès. Il avait organisé cette comédie macabre. Pour de l'argent? Par amitié? Par pitié? Je ne sais pas encore, mais je vais le découvrir. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai passé des heures assise dans le salon, les rideaux tirés, la lumière éteinte, le téléphone de Théodore posé sur mes genoux comme une bombe qui pourrait exploser à tout moment. Dehors, Paris dormait. Mais moi, je ne pouvais pas fermer les yeux. Chaque fois que j'essayais, je revoyais cette scène. Théodore sortant de cet immeuble, la petite fille, la femme blonde, leur rire, et cette voix au téléphone. Il m'avait promis que vous ne sauriez jamais, jamais quoi, que j'avais été remplacée, que ma vie entière n'était qu'un mensonge, que pendant 42 ans, j'avais aimé un homme qui ne m'aimait pas vraiment. À 6 heures du matin, j'ai pris une décision. J'allais retourner à Boulogne, j'allais sonner à cette porte, et j'allais comprendre. Peu importait la douleur, peu importait la honte, je ne pouvais plus vivre avec ce poids sur le cœur. J'ai enfilé mon manteau gris, celui que Théodore m'avait offert il y a longtemps. J'ai glissé l'alliance dans ma poche, je ne pouvais plus la porter à mon doigt. Pas maintenant, et je suis partie. Le trajet en métro m'a semblé interminable. Ligne 9 jusqu'à Michel-Ange-Auteuil, puis correspondance. Les visages autour de moi étaient fermés, fatigués. Des gens qui partaient en travailler. Des vies ordinaires. Moi, j'allais sonner chez la femme pour qui mon mari avait choisi de mourir. Quand je suis arrivée devant l'immeuble, mon cœur battait si fort que j'ai dû m'asseoir sur un banc. C'était un matin de novembre, froid. Le ciel était gris, lourd, comme avant la pluie. J'ai regardé les fenêtres du 3e étage, celles de l'appartement où j'avais vu Théodore entrer ce jeudi-là, 6 ans plus tôt. Les volets étaient ouverts. Il y avait de la lumière à l'intérieur. Quelqu'un vivait là. Peut-être elle, peut-être la petite fille, qui devait avoir 13 ou 14 ans maintenant. Peut-être lui. J'ai traversé la rue. J'ai poussé la porte de l'immeuble. Le code était simple, 1987. Je l'avais noté dans un carnet il y a 6 ans, sans savoir pourquoi. Comme si une partie de moi savait déjà que j'en aurais besoin un jour. L'ascenseur sentait le bois ciré et le parfum discret. Tout était propre, élégant, bourgeois. 3e étage, porte de droite, une plaque dorée, famille Lacroix, pas Chastain. J'ai respiré profondément, 1 fois, 2 fois, puis j'ai sonné. Des pas se sont approchés, légers, rapides. La porte s'est ouverte. Une jeune fille, adolescente, cheveux châtains coupés au carré, grands yeux verts, un pull beige trop grand pour elle. Elle m'a regardé avec curiosité, sans méfiance. « Bonjour madame, vous cherchez quelqu'un ?» Sa voix était douce, polie, bien élevée. Je ne savais plus quoi dire. C'était elle, la petite fille que j'avais vue 6 ans plus tôt. Elle avait grandi, et elle ressemblait à Théodore. Je cherche madame Lacroix. C'est pour une affaire personnelle. » La jeune fille a hésité. « Maman n'est pas là. Elle revient ce soir. Vous voulez laisser un message ?»« Maman. » Ce mot m'a transpercé. « Non, c'est bon. Je reviendrai. Merci. » J'ai fait demi-tour. Trop vite. Mes mains tremblaient. « Madame ?» Je me suis arrêtée. La jeune fille me regardait avec un mélange de curiosité et d'inquiétude. « Vous allez bien ? Vous êtes toute pâle. » J'ai forcé un sourire. « Oui, oui. Ne t'inquiète pas, ma petite. » Elle a souri à son tour. Ce sourire, celui de Théodore. Je suis redescendue par les escaliers. Mes jambes ne me portaient plus. Dans le hall, je me suis assise sur une marche. J'avais besoin de reprendre mon souffle. C'est là que je l'ai vu. Sur un mur, près des boîtes aux lettres, il y avait un panneau avec les noms des résidents. 3e étage droite, Lacroix. Marianne et Louise. Marianne, la femme blonde. Louise, la petite fille. Pas de nom d'homme, pas de Théodore. Mais sous le panneau, quelqu'un avait punaisé une affichette, une photo de groupe prise lors d'une fête de l'immeuble. Je me suis approchée. Et là, au centre, je l'ai vu. Théodore. Plus vieux, les cheveux grisonnants, des rides autour des yeux. Mais c'était lui. Il souriait, un bras autour des épaules de Marianne, l'autre main posée sur la tête de Louise. Il était vivant. Il était là, avec elle. Mes jambes ont cédé. Je me suis accrochée au mur pour ne pas tomber. Une voisine est sortie de l'ascenseur et m'a regardée avec inquiétude. « Madame, vous avez besoin d'aide ?» J'ai secoué la tête. « Non, merci, j'attendais quelqu'un. » Elle a hésité, puis elle est partie. Je suis restée là encore quelques minutes, à fixer cette photo. Cet homme qui m'avait fait croire qu'il était mort. Cet homme que j'avais pleuré pendant 6 ans. Cet homme qui vivait ici, à 20 minutes de chez moi, avec une autre femme et une autre fille.
pendant que moi, je visitais son urne au columbarium tous les dimanches. En sortant de l'immeuble, j'ai aperçu une boulangerie de l'autre côté de la rue. Je suis entrée. J'avais besoin de m'asseoir, de boire quelque chose de chaud. La vendeuse m'a servi un café. Je me suis installée près de la vitrine, d'où je pouvais voir l'entrée de l'immeuble. « Vous habitez le quartier ?» m'a demandé la vendeuse en essuyant le comptoir. « Non, je cherche quelqu'un. »« Ah, vous connaissez les Lacroix peut-être ? Ils sont clients ici depuis des années. » Mon cœur s'est arrêté. « Oui, enfin, un peu. » Elle a souri. « Marianne est adorable. Et sa fille Louise aussi. Elles viennent tous les matins chercher des croissants. » J'ai serré ma tasse entre mes mains. « Et le père de Louise ? Il vient aussi ?» La vendeuse a haussé les épaules. « Ah, monsieur Lacroix ? Non, lui, on ne le voit presque jamais. Il voyage beaucoup pour son travail, je crois. Architecte, il me semble. Il part souvent plusieurs semaines d'affilée. Architecte, bien sûr. Théodore n'avait même pas changé de métier. Mais Marianne dit toujours qu'il revient bientôt. Elle l'attend à chaque fois. C'est touchant, vous savez. Après toutes ces années ensemble, elle l'aime encore comme au premier jour. J'ai baissé les yeux. Toutes ces années. Combien ? 10 ans ? 15 ? Combien de temps Théodore avait-il mené cette double vie avant de choisir de mourir pour moi ? Je suis restée dans cette boulangerie jusqu'à midi, à observer, à attendre, à espérer voir quelque chose qui m'aiderait à comprendre. Et puis, vers 13 heures, Louise est sortie de l'immeuble, sac à dos sur les épaules, écouteurs dans les oreilles. Elle est entrée dans la boulangerie. « Bonjour Madame Dupont, un sandwich jambon-beurre s'il vous plaît. »« Bien sûr, ma petite Louise. Pour manger à l'école ? » ?»« Non, maman m'a donné de l'argent pour déjeuner ici. Elle a une réunion importante cet après-midi. » Louise s'est assise à une table, pas loin de moi. Elle a sorti un livre de son sac, Le Petit Prince. Je l'ai regardé lire, tourner les pages lentement, sourire à certains passages. Elle avait 14 ans, peut-être 15. L'âge où on commence à poser des questions. L'âge où on commence à comprendre que les adultes mentent. J'ai voulu partir, me lever, fuir, mais quelque chose me retenait. « Excusez-moi », ai-je dit doucement. Louise a levé les yeux. « Oui ? Je t'ai vu tout à l'heure. Chez toi. Je cherchais ta maman. »« Ah oui, c'est vrai. Elle rentre vers 19 heures ce soir, si vous voulez repasser. » J'ai hoché la tête. « Merci. Tu ressembles beaucoup à ton père. » Elle a souri. Un sourire triste. « Tout le monde me dit ça, mais je ne le vois presque jamais. Il est toujours en déplacement. Il te manque ? » Elle a haussé les épaules. « Je ne sais pas. On ne peut pas manquer quelqu'un qu'on ne connaît pas vraiment, non ?» Ces mots m'ont frappé comme une gifle. Louise a repris sa lecture. Moi, je suis restée là, silencieuse, et j'ai compris quelque chose. Théodore avait choisi cette vie, mais cette vie ne l'avait pas rendu heureux. Il n'était jamais là, toujours absent, toujours ailleurs. Parce qu'un homme qui fuit ne peut jamais vraiment s'installer nulle part. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix ce jour-là, de ne rien dire, de ne pas crier, de ne pas révéler qui j'étais. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place ? En sortant de la boulangerie, j'ai croisé une femme, blonde, élégante, un sac en cuir sur l'épaule. Marianne. Elle marchait vite, le téléphone collé à l'oreille. « Oui, oui, je sais. Je te rappelle ce soir. Bisous. » Elle a raccroché et est entrée dans l'immeuble sans me voir. Je suis restée là, sur le trottoir, à quelques mètres de la femme pour qui mon mari m'avait abandonnée, la femme qu'il avait choisie. Je suis rentrée chez moi en métro, les mains vides, le cœur lourd. Ce soir-là, j'ai sorti l'alliance de ma poche. Je l'ai posée sur la table de la cuisine et j'ai pleuré. Pas sur Théodore, sur moi, sur toutes ces années perdues à aimer quelqu'un qui ne méritait pas mon amour. J'ai passé 3 jours à tourner en rond dans mon appartement, 3 jours à regarder cette photo que j'avais prise en cachette avec mon téléphone. Théodore, vivant, souriant, entouré de sa vraie famille. 3 jours à me demander comment j'avais pu être aussi aveugle. Et puis, le 4e jour, j'ai pris une décision. J'allais voir le docteur Marvaux. Pas pour crier, pas pour pleurer, pas pour le supplier de m'expliquer. Non, j'allais lui montrer cette photo. Et j'allais le regarder mentir. Parce que les menteurs, quand on les met face à la vérité, finissent toujours par se trahir. Le cabinet du docteur Marvaux se trouvait dans le 8e arrondissement. Une rue calme, bordée d'arbres, avec ses immeubles parisiens aux façades immaculées. J'avais téléphoné le matin même pour prendre rendez-vous. « Madame Chastain ?» avait dit la secrétaire d'une voix surprise. « Cela fait longtemps. Le docteur sera ravi de vous revoir. » Ravi. Ce mot m'avait fait sourire amèrement. 15 heures, c'est possible ? Parfait. À cet après-midi. En entrant dans la salle d'attente, j'ai senti mon cœur s'emballer. Tout était comme avant.
les mêmes fauteuils en cuir beige, les mêmes magazines empilés sur la table basse. Cette odeur de désinfectant mêlée au parfum discret d'un diffuseur à la lavande. Combien de fois étais-je venue ici avec Théodore? 10 fois? 20 fois? Combien de fois avais-je attendu dans cette pièce pendant que le docteur Marveau examinait mon mari, en sachant très bien qu'il n'y avait rien à examiner? La secrétaire m'a souri. « Madame Chastain, le docteur va vous recevoir dans quelques minutes. Asseyez-vous, je vous en prie. » Je me suis assise. J'ai croisé les mains sur mes genoux pour qu'elles cessent de trembler. Sur le mur, il y avait des diplômes encadrés. Des photos du docteur Marveau serrant la main de personnalités lors de congrès médicaux. Un homme respecté, respectable. Un homme qui avait aidé mon mari à me détruire. La porte du cabinet s'est ouverte. Madame Chastain. Le docteur Marveau se tenait sur le seuil. Costume gris anthracite, cravate bleu marine. Ce même sourire poli, professionnel. Mais quand nos regards se sont croisés, j'ai vu quelque chose passer dans ses yeux. De la gêne. Non, pire que ça. De la peur. Entrez, je vous en prie. Son bureau était exactement comme dans mon souvenir. Grand, lumineux, une bibliothèque remplie de livres médicaux, un fauteuil en cuir noir derrière un bureau en acajou. Il m'a invité à m'asseoir. « Comment allez-vous, Madame Chastain? Cela fait si longtemps. 6 ans, n'est-ce pas? Depuis... » Il n'a pas terminé sa phrase. « Depuis la mort de mon mari. » Il a hoché la tête, mal à l'aise. « Oui, toutes mes condoléances, encore une fois. Théodore était un homme exceptionnel. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Était-il vraiment exceptionnel, docteur? Ou était-il simplement un excellent menteur? » Le silence s'est abattu sur la pièce. Le docteur Marveau a cligné des yeux. 1 fois, 2 fois. Je ne suis pas sûre de comprendre. Oh, je pense que vous comprenez très bien. J'ai sorti mon téléphone de mon sac. J'ai affiché la photo, celle prise dans le hall de l'immeuble de Boulogne, et je l'ai posée sur son bureau. Bah, expliquez-moi ça. Le docteur Marveau a regardé la photo. Son visage est devenu livide. Pendant quelques secondes, il n'a rien dit. Il fixait l'écran comme si c'était une sentence de mort. Puis il a reculé dans son fauteuil. Il a enlevé ses lunettes, s'est frotté les yeux. Mon Dieu, en effet. Il a relevé la tête. Il ne souriait plus. Comment avez-vous... J'ai trouvé son téléphone, un vieux Nokia qu'il avait gardé. Il y avait un message, reçu il y a quelques jours. Un message qui disait « Elle ne sait toujours rien. Continue selon le plan. » Le docteur Marveau a fermé les yeux. J'ai appelé le numéro. Et vous avez répondu. Vous avez dit « Il m'avait promis que vous ne sauriez jamais. » Madame Chastain, ne m'appelez pas Madame Chastain, vous avez perdu ce droit. Ma voix tremblait, pas de colère, de douleur. Dites-moi la vérité, toute la vérité. Le docteur Marveau s'est levé. Il a marché jusqu'à la fenêtre, dos à moi. Pendant un long moment, il n'a rien dit. Puis il a murmuré « Je ne voulais pas faire ça. Vous devez me croire. » Faire quoi? Falsifier un certificat de décès? Aider un homme à abandonner sa femme? À lui faire croire qu'il était mort? Il s'est retourné brusquement. « Ce n'est pas aussi simple. Alors expliquez-moi. Parce que moi, ça me semble très simple. Mon mari vous a payé pour mentir. Et vous avez accepté. » Le docteur Marveau est revenu s'asseoir. Il avait l'air épuisé. Vieilli de 10 ans en quelques minutes. Théodore est venu me voir il y a 7 ans. Il m'a dit qu'il ne pouvait plus continuer, qu'il avait 2 vies et que ça le détruisait. 2 vies. Oui, vous et Marianne. J'ai serré les poings. Depuis combien de temps? Le docteur a hésité. Depuis 15 ans. 15 ans. Ce chiffre m'a traversé comme une lame. 15 ans. Il avait rencontré Marianne lors d'un projet architectural à Lyon. Elle était décoratrice d'intérieur. Ils ont travaillé ensemble. Et puis il est tombé amoureux. Oui, je me suis levée. Mes jambes tremblaient, mais je refusais de m'effondrer devant cet homme. Et la petite fille? Louise? C'est sa fille. Sa fille. Le docteur Marveau a hoché la tête. Marianne était enceinte quand Théodore a compris qu'il ne pouvait plus se cacher. Il voulait être là pour elle, pour l'enfant, mais il ne voulait pas vous faire souffrir. J'ai éclaté d'un rire sans joie. Me faire souffrir? Vous trouvez que me faire croire qu'il était mort, c'est ne pas me faire souffrir? Il pensait que c'était la meilleure solution. Pour vous, pour lui, pour tout le monde. La meilleure solution. Je me suis rassise. J'avais besoin de comprendre. Comment avez-vous fait? Le certificat de décès, les obsèques, tout. Le docteur Marveau a baissé les yeux. Théodore avait tout planifié. Il est venu à la clinique ce matin-là. Je lui ai fait une injection de sédatif léger. Il s'est allongé. J'ai simulé un arrêt cardiaque. J'ai rempli le certificat. Et le corps? Il n'y en avait pas. La crémation?
C'était pour éviter toute autopsie, tout contrôle. Vous avez brûlé quoi, alors? Le docteur a détourné le regard. Des restes anatomiques non identifiables, fournis par un laboratoire. J'ai senti mon estomac se retourner. Vous êtes un monstre, je sais. Nous sommes restés silencieux pendant un long moment. Puis j'ai demandé « Pourquoi? Pourquoi avez-vous accepté ?»« Parce que Théodore était mon ami, et parce qu'il m'a payé 50 000 euros. 50 000 euros. C'était le prix de ma douleur. Où est-il maintenant? » Le docteur Marvaux a hésité. « Je ne peux pas vous le dire. Vous me le devez. Madame, Odette, s'il vous plaît, laissez tomber. Vous ne trouverez pas la paix en le confrontant. » Je me suis levée. « La paix? Vous croyez vraiment que j'ai eu la paix pendant 6 ans? Je sais que non. Et j'en suis désolée. Vraiment. » J'ai remis mon manteau. J'ai attrapé mon sac. Il vit à Boulogne, avec Marianne et Louise. Je le sais déjà. Ce que je veux savoir, c'est s'il sait que j'ai découvert la vérité. Le docteur Marvaux a secoué la tête. Non, il ne sait pas. Le message que vous avez vu, c'était moi qui essayais de le protéger. Il voulait revenir, vous parler, tout vous dire. Mais je lui ai dit de continuer à se cacher, que ce serait mieux pour vous. Mieux pour moi ou mieux pour lui? Il n'a pas répondu. En ouvrant la porte, je me suis retournée une dernière fois. Vous savez ce qui me fait le plus mal, docteur Marvaux? Ce n'est pas qu'il soit parti. Ce n'est même pas qu'il m'ait menti. C'est qu'il m'ait choisi comme celle qu'on abandonne, comme celle qui ne mérite pas la vérité, comme celle qu'on efface. Le docteur a baissé les yeux. Je suis désolée. Moi aussi. En sortant du cabinet, j'ai croisé une jeune femme dans la salle d'attente. Elle souriait, enceinte, heureuse. Elle attendait son mari. Et j'ai pensé, profite, parce qu'un jour, peut-être, tu découvriras que tout était faux. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Dans le métro, j'ai sorti l'alliance de ma poche. Je l'ai regardée longuement. Cette émeraude qui brillait sous la lumière artificielle. Pour toi, ma fidèle Odette. J'ai refermé ma main dessus, et j'ai compris que j'avais été fidèle à un fantôme. Je suis rentrée chez moi avec un poids encore plus lourd sur le cœur. 15 ans. Pendant 15 ans, Théodore avait mené une double vie. Pendant 15 ans, il m'avait embrassé le matin, serré la main le soir, souhaité bonne nuit. Pendant 15 ans, il était allé retrouver une autre femme, avait construit une autre famille, avait eu une fille. Et moi, je n'avais rien vu. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je suis restée assise dans le salon, à regarder les photos de notre vie commune accrochées au mur. Notre mariage, nos vacances en Bretagne, ce dîner d'anniversaire où il m'avait offert l'alliance en or blanc, tous ces moments que je croyais vrais, tous ces sourires que je croyais sincères. Tout était faux. Vers 3 heures du matin, je me suis levée. J'avais besoin de comprendre, de trouver des preuves, des indices que j'aurais manqués. Je suis allée dans notre chambre, ma chambre maintenant, et j'ai ouvert l'armoire. Les vêtements de Théodore étaient toujours là. Je n'avais jamais eu le courage de les donner. J'ai fouillé dans les poches de ses vestes, dans ses tiroirs, dans ses boîtes à chaussures, rien, ou presque. Au fond de l'armoire, derrière une pile de pulls, j'ai trouvé une petite valise en cuir que je ne connaissais pas. Elle était fermée à clé. J'ai cherché partout, dans ses affaires, dans les tiroirs de la commode. Et puis, je me suis souvenu. Le trousseau de clés que j'avais gardé dans une boîte, après sa mort, ses clés de voiture, de bureau, et d'autres que je n'avais jamais identifiées. J'ai couru les chercher. La 3e clé a fonctionné. À l'intérieur de la valise, il y avait des lettres, des dizaines de lettres, certaines dans des enveloppes blanches, d'autres froissées, cornées, comme si elles avaient été lues et relues 100 fois. J'ai pris la première. L'écriture était féminine, élégante. Mon Théo chéri, Louise a eu ses premiers résultats scolaires aujourd'hui. Elle a eu 18 en mathématiques. Elle tient de toi, j'en suis sûre. Elle te ressemble tellement. Parfois, quand elle sourit, je te vois dans ses yeux. J'ai hâte que tu reviennes. La maison est vide sans toi. Elle me demande tout le temps, quand est-ce que papa rentre? Je ne sais plus quoi lui dire. Reviens vite, on t'attend. Je t'aime, Marianne. J'ai lâché la lettre. Mes mains tremblaient. J'ai pris une autre lettre, puis une autre, puis encore une autre. Toutes écrites par Marianne. Toutes adressées à mon Théo. Des lettres d'amour, des lettres de quotidien, des lettres d'une femme qui attendait le retour de son mari. Louise a perdu sa première dent aujourd'hui. Elle était tellement fière. Elle l'a mise sous son oreiller pour la petite souris. Tu aurais dû voir son sourire. J'ai trouvé un appartement plus grand à Boulogne. 3 chambres. Une pour nous, une pour Louise, et une pour toi, pour ton bureau, pour que tu puisses dessiner quand tu es là.
Tu m'as promis qu'un jour, on vivrait ensemble, vraiment ensemble, que tu n'aurais plus à partir. J'attends ce jour, mon amour. J'attends depuis si longtemps. J'ai continué à lire. Lettre après lettre, année après année. Louise qui grandissait, Marianne qui attendait, Théodore qui promettait, et moi qui ne savais rien. Au fond de la valise, il y avait aussi des photos que je n'avais jamais vues. Théodore tenant un bébé dans ses bras, Louise, quelques jours après sa naissance. Théodore à la plage, avec Louise sur ses épaules. Elle devait avoir 4 ou 5 ans. Théodore et Marianne, enlacés devant un sapin de Noël. Ils souriaient. Ils avaient l'air heureux. Et puis j'ai trouvé une enveloppe différente, plus épaisse, scellée avec de la cire rouge. Dessus, écrit à l'encre noire, « Pour Odette, si elle trouve cette valise ». Mon cœur s'est arrêté. J'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur, une lettre, de l'écriture de Théodore. « Ma chère Odette, si tu lis ces mots, c'est que tu as découvert la vérité. Et je suis désolée, plus que tu ne pourras jamais l'imaginer. Je sais que rien de ce que je peux écrire ne justifiera ce que je t'ai fait. Mais je veux que tu saches une chose, je ne t'ai jamais détesté. Je ne t'ai jamais méprisé. J'ai juste rencontré quelqu'un, et je suis tombé amoureux. Pas par choix, pas par calcul. Ça m'est arrivé, tout simplement. Au début, j'ai essayé de résister. J'ai essayé de rester fidèle. Mais Marianne, elle était différente. Elle me comprenait. Elle me faisait rire. Elle me donnait quelque chose que je n'avais plus avec toi. Je ne dis pas que c'était de ta faute. Ce n'était la faute de personne. C'était juste la vie. Quand j'ai appris que Marianne était enceinte, j'ai compris que je ne pouvais plus continuer à mentir. Mais je ne pouvais pas non plus te quitter, te dire la vérité, te faire souffrir. Alors j'ai choisi la solution la plus lâche, disparaître. Je sais que tu ne me pardonneras jamais, et je ne te demande pas de le faire. Mais je veux que tu saches que pendant toutes ces années, même quand j'étais avec elle, une partie de moi pensait encore à toi. Tu as été une bonne épouse, Odette, meilleure que je ne le méritais. Je te souhaite d'être heureuse, vraiment heureuse. Sans moi, Théodore. J'ai relu cette lettre 3 fois, 4 fois, 10 fois, et à chaque fois, la colère montait un peu plus. Pas parce qu'il était parti, pas parce qu'il m'avait menti, mais à cause de cette phrase, elle me donnait quelque chose que je n'avais plus avec toi. Comme si c'était ma faute, comme si je ne lui avais pas suffi. Comme si 42 ans de mariage, de fidélité, de respect, ne valaient rien face à une rencontre fortuite avec une autre femme. J'ai froissé la lettre dans ma main. J'ai eu envie de la déchirer, de la brûler, de la jeter par la fenêtre, mais je ne l'ai pas fait. Je l'ai reposée dans l'enveloppe, et je l'ai rangée avec les autres lettres, parce que ces mots, aussi douloureux soient-ils, étaient la preuve que Théodore savait exactement ce qu'il faisait, qu'il avait choisi, consciemment, délibérément, et qu'il m'avait sacrifié. Le lendemain matin, j'ai pris une décision. J'allais retourner à Boulogne, mais cette fois, je n'allais pas me cacher, je n'allais pas observer de loin. J'allais sonner à cette porte, et j'allais parler à Marianne, pas pour me venger, pas pour détruire leur vie, mais pour comprendre, pour savoir qui était cette femme qui avait pris ma place, pour savoir ce qu'elle avait que je n'avais pas. J'ai mis mon manteau, le même que la dernière fois. J'ai glissé l'alliance dans ma poche, pas pour la porter, pour me rappeler qui j'étais, Odette Chastain, une femme qui méritait la vérité. Dans le métro, j'ai repensé à toutes ces lettres, à Louise qui grandissait, à Marianne qui attendait, à Théodore qui promettait, et j'ai compris quelque chose. Marianne aussi avait été une victime, peut-être pas comme moi, mais une victime quand même, parce qu'aimer un homme qui appartient à quelqu'un d'autre, c'est accepter de vivre dans l'ombre, et vivre dans l'ombre, ce n'est pas vivre, c'est survivre. Quand je suis arrivée devant l'immeuble de Boulogne, il était 15 heures, le ciel était gris, il bruinait légèrement. J'ai levé les yeux vers les fenêtres du 3e étage. Les volets étaient ouverts. Quelqu'un était là. J'ai respiré profondément. 1 fois, 2 fois. Puis, j'ai poussé la porte de l'immeuble. J'ai monté les escaliers lentement. Chaque marche me semblait plus haute que la précédente. Mes jambes tremblaient. Mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'on l'entende depuis l'extérieur. 3e étage. Porte de droite, famille Lacroix. J'ai fixé cette plaque dorée pendant un long moment. Famille. Ce mot que j'avais cru posséder. Ce mot qui m'avait été volé. J'ai levé la main pour sonner, puis je l'ai rabaissé. Qu'allais-je dire? Comment allais-je me présenter? Bonjour, je suis l'épouse fantôme de votre mari, celle qu'il a enterrée vivante. Non, je devais rester calme, digne. J'ai respiré profondément, et j'ai sonné. Des pas, rapides, légers, la porte s'est ouverte. C'était elle, Marianne.
Elle était plus belle que sur les photos. La quarantaine, peut-être un peu plus. Cheveux blonds coupés au carré, yeux bleus, un pull en cachemire beige, un jean élégant, pieds nus. Elle avait ce genre de beauté naturelle qui ne demande aucun effort, le genre de beauté que je n'avais jamais eu. Elle m'a regardé avec un sourire poli. « Bonjour, je peux vous aider ?» Sa voix était douce, posée, aucune méfiance. J'ai ouvert la bouche, aucun son n'en est sorti. « Madame, vous allez bien ?» J'ai hoché la tête. « Je m'appelle Odette Chastain. » Le sourire de Marianne s'est figé. Elle est devenue blanche. Ses yeux se sont écarquillés. Sa main s'est crispée sur la poignée de la porte. « Odette Chastain ?» Oui. Un silence. Long, pesant, insoutenable. Marianne a reculé d'un pas. Elle a porté une main à sa bouche. « Mon Dieu, vous êtes la femme de Théodore. » Oui. Elle a secoué la tête, comme si elle refusait de croire ce qu'elle entendait. « Mais comment avez-vous trouvé ?» Par hasard. Un vieux téléphone, un message, une photo, et beaucoup de mensonges. Marianne a fermé les yeux. Elle respirait difficilement. Puis elle a rouvert les yeux et m'a regardé avec une expression que je n'attendais pas. De la culpabilité. « Entrez, s'il vous plaît. » L'appartement était exactement comme je l'avais imaginé. Lumineux, élégant, moderne mais chaleureux, des meubles scandinaves, des coussins moelleux sur le canapé, des photos encadrées sur les murs, des photos de Louise, de Marianne et de Théodore, partout. Théodore qui souriait, Théodore qui tenait Louise dans ses bras, Théodore qui embrassait Marianne sur la joue. Une vie, une vraie vie de famille, celle que je croyais avoir eue, mais en mieux, en plus jeune, en plus vraie. Marianne m'a invité à m'asseoir. « Voulez-vous du thé? Du café ?» J'ai secoué la tête. « Non, merci, je ne vais pas rester longtemps. Je veux juste comprendre. » Elle s'est assise en face de moi. Ses mains tremblaient légèrement. Comprendre quoi? Tout. Comment ça a commencé? Depuis combien de temps? Pourquoi? Marianne a baissé les yeux. Je ne sais pas par où commencer. Commencer par le début. Elle a pris une grande inspiration. J'ai rencontré Théodore il y a 16 ans. J'étais décoratrice d'intérieur. Lui, architecte. On travaillait sur un projet de rénovation d'un hôtel particulier à Lyon. 16 ans. Oui, je me suis mordu la lèvre. Continuez. Au début, c'était professionnel. On échangeait des idées, on dessinait ensemble. On passait des heures à discuter de couleurs, de matériaux, de lumière. Elle a relevé les yeux vers moi. Et puis un jour, après une longue journée de travail, il m'a invité à dîner. Juste nous deux, dans un petit restaurant près du Rhône. Et vous avez accepté. Oui. Ce soir-là, on a parlé de tout. De nos vies, de nos rêves, de nos regrets. Il m'a dit qu'il était marié, qu'il respectait sa femme, mais qu'il se sentait seul. Seul. Ce mot m'a frappé comme une gifle. Il se sentait seul. Il disait que vous ne vous parliez plus vraiment, que vous viviez ensemble, mais dans deux mondes différents. J'ai serré les poings. C'est faux. Marianne a baissé les yeux. Peut-être, je ne sais pas. Je ne vous connaissais pas. Je ne connaissais que sa version. Et après ce dîner, on a continué à se voir. D'abord pour le travail, puis pour autre chose. Pour une liaison. Elle a hoché la tête. Oui, je sais que c'était mal. Je le savais à l'époque. Mais j'étais tombée amoureuse. De mon mari. Oui, nous sommes restées silencieuses pendant un moment. Dehors, la pluie avait commencé à tomber plus fort. Elle tambourinait contre les vitres. Marianne s'est levée. Elle est allée chercher un mouchoir. Ses yeux étaient rouges. Je n'ai jamais voulu vous faire du mal. Vous devez me croire. Vraiment? Parce que vous étiez au courant. Vous saviez qu'il était marié. Vous saviez qu'il rentrait chez moi tous les soirs. Et vous avez continué. Elle a essuyé ses yeux. Oui, j'ai continué. Parce que je l'aimais. Et parce qu'il me promettait qu'un jour, il vous quitterait. Qu'un jour, on vivrait ensemble. Vraiment. Et Louise? Marianne a respiré difficilement. Louise est arrivée par accident. Enfin, pas vraiment un accident. Plutôt une surprise. Théodore le savait? Oui, je lui ai dit tout de suite. Et il était heureux. Terrifié, mais heureux. Et il vous a promis quoi? Qu'il allait tout arranger, qu'il allait vous parler, vous dire la vérité, divorcer. J'ai ri amèrement. Mais il ne l'a jamais fait. Non. Pourquoi? Marianne a haussé les épaules. Parce qu'il était lâche. Ce mot, prononcé par elle, m'a surprise. Lâche? Oui. Théodore était un homme merveilleux, attentionné, drôle, intelligent, mais il était incapable de prendre des décisions difficiles. Il préférait fuir, mentir, reporter. Elle s'est rassise. Il vous aimait encore, vous savez,
À sa façon. Il ne voulait pas vous faire souffrir. Alors, il a choisi de vivre entre deux mondes, entre vous et moi, entre le devoir et l'amour. Et ça a duré 15 ans. Oui, 15 ans où il partait le jeudi, le week-end parfois, où il me disait « Bientôt, je te promets, bientôt on sera ensemble ». Vous ne lui avez jamais posé d'ultimatum? Marianne a souri tristement. Si, plusieurs fois. Mais à chaque fois, il me suppliait de patienter. Il disait que vous étiez fragile, que vous ne supporteriez pas la séparation. Fragile. J'ai fermé les yeux. Théodore m'avait utilisé comme excuse, comme bouclier, pour continuer à vivre ces deux vies sans jamais choisir. Et puis un jour, il est venu me voir. Il m'a dit qu'il avait trouvé une solution. Quelle solution? Marianne a baissé la voix. Mourir. Je l'ai regardé, incrédule. Oh, il vous a dit qu'il allait simuler sa mort? Oui, il avait tout planifié avec le docteur Marvaux. Un faux arrêt cardiaque, un faux certificat de décès, une crémation rapide. Et vous avez accepté? Elle a secoué la tête. Non. Au début, j'étais horrifiée. Je lui ai dit que c'était de la folie, qu'on ne pouvait pas faire ça à quelqu'un. Mais il vous a convaincu. Il m'a dit que c'était la seule façon, que vous ne lui donneriez jamais le divorce, que vous l'aimeriez toujours, que la seule manière de vous libérer, c'était de disparaître. Les larmes coulaient maintenant sur mes joues. Je ne les retenais plus. Me libérer? Marianne s'est levée. Elle s'est approchée de moi. Elle a posé une main hésitante sur mon épaule. Je suis désolée, vraiment. Si j'avais su, si j'avais compris à quel point vous souffririez, je me suis écartée. Ne me touchez pas. Elle a reculé, les mains levées. Pardon, je me suis levée. J'avais besoin de bouger, de respirer. Je suis allée jusqu'à la fenêtre. Dehors, la pluie continuait de tomber. Où est-il maintenant? Marianne a hésité. Il n'est pas là. Je le sais. Mais où est-il? En déplacement. Pour le travail. Ne me mentez pas. Pas maintenant. Marianne a soupiré. Il est à Marseille. Pour un projet architectural. Il rentre demain soir. Il sait que je sais? Non. Personne ne sait. À part le docteur Marvaux. Et maintenant, vous. Je me suis retournée vers elle. Comment vivez-vous avec ça? Avec ce mensonge? Marianne a baissé les yeux. Difficilement. Tous les jours, je me dis que quelqu'un va découvrir la vérité, qu'on va frapper à la porte, que tout va s'effondrer. Et Louise? Elle sait? Non. Elle croit que son père voyage beaucoup, qu'il est souvent en déplacement. Elle ne sait pas qu'il avait une autre vie. Vous lui avez volé un père. Marianne a relevé la tête brusquement. Quoi? Louise, vous lui avez volé un père présent. Parce que Théodore n'était jamais vraiment là, n'est-ce pas? Toujours entre deux vies, toujours ailleurs. Marianne a ouvert la bouche pour répondre, mais aucun son n'est sorti. Parce que c'était vrai. Je suis revenue m'asseoir. Est-ce qu'il est heureux? Marianne a cligné des yeux. Pardon? Théodore. Est-ce qu'il est heureux ici? Avec vous? Avec Louise? Est-ce que ça valait le coup de détruire ma vie? Marianne a pris son temps pour répondre. Je ne sais pas. Parfois, oui. Quand on est tous ensemble. Quand Louise rit. Quand on dîne en famille. Il sourit. Il a l'air apaisé. Et parfois, je le vois regarder par la fenêtre, perdu dans ses pensées. Et je sais qu'il pense à vous, à ce qu'il a fait, à ce qu'il a laissé derrière lui. Il regrette, je pense, mais il ne le dira jamais, parce qu'admettre qu'il regrette, ce serait admettre qu'il a fait tout ça pour rien. Nous sommes restées silencieuses pendant un long moment. La pluie tambourinait toujours contre les vitres. Quelque part dans l'appartement, une horloge sonnait 16 heures. « Qu'allez-vous faire maintenant ?» a demandé Marianne d'une voix tremblante. « Je ne sais pas. Vous allez le dénoncer? Aller voir la police ?» J'ai réfléchi. Honnêtement, je ne savais pas. Je pourrais. Faux et usage de faux. Fraude à l'assurance, peut-être. Théodore et le docteur Marvaux iraient en prison. Marianne est devenue livide. S'il vous plaît, pensez à Louise. Elle n'a rien fait. Moi non plus. Je n'avais rien fait. Je me suis levée. Je ne sais pas ce que je vais faire, mais je ne suis pas venue ici pour détruire votre vie. Je suis venue pour comprendre. Et vous comprenez? J'ai réfléchi. Oui. Je comprends que vous l'aimiez. Je comprends qu'il vous aimait. Je comprends même qu'il ait eu peur de me dire la vérité. J'ai marqué une pause. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi il m'a fait croire qu'il était mort. Pourquoi il ne m'a pas simplement dit « Odette, je suis tombé amoureux de quelqu'un d'autre. Je veux divorcer. » Marianne a secoué la tête. Parce qu'il pensait que vous ne survivriez pas. Il m'a dit que vous l'aimiez tellement que la séparation vous tuerait. Alors, il a préféré vous faire croire qu'il était mort. Comme ça, vous pourriez faire votre deuil et passer à autre chose. Faire mon deuil. J'ai ri.
un rire sans joie. Pendant 6 ans, j'ai porté le deuil d'un homme qui mangeait des croissants à Boulogne. Pendant 6 ans, j'ai pleuré devant une urne vide. Pendant 6 ans, j'ai cru que j'étais veuve. Marianne a baissé les yeux. Je suis désolée. Arrêtez de dire ça. Mais je le suis, vraiment. Si j'avais su que ça vous ferait autant souffrir, vous auriez fait quoi? Refuser de le voir? Renoncer à lui? Elle n'a pas répondu. Parce qu'on connaissait toutes les deux la réponse. Non, elle ne l'aurait pas fait. Parce qu'on ne renonce pas à l'amour, même quand on sait que c'est mal. Je me suis dirigée vers la porte. Attendez. Je me suis retournée. Marianne s'est approchée. Elle a fouillé dans un tiroir et en a sorti une enveloppe. Tenez, c'est pour vous. Théodore l'a écrite il y a quelques mois. Il m'a dit de vous la donner si jamais vous découvriez la vérité. J'ai pris l'enveloppe. Mes mains tremblaient. Qu'est-ce que c'est? Une lettre. D'excuses, je suppose. Je ne l'ai pas lue. C'est privé. J'ai glissé l'enveloppe dans mon sac. Merci. Odette, je me suis arrêtée. Oui, pour ce que ça vaut, vous êtes une femme forte, plus forte que moi. Si j'avais été à votre place, je ne sais pas si j'aurais eu le courage de venir ici, de me confronter à tout ça. J'ai souri tristement. Ce n'est pas du courage, c'est de la nécessité. J'avais besoin de comprendre, pour pouvoir avancer. Et, vous pensez que vous pourrez? Avancer? J'ai réfléchi. Honnêtement, je ne savais pas. Je ne sais pas, mais je vais essayer. En sortant de l'immeuble, j'ai senti le poids de l'enveloppe dans mon sac. Une autre lettre de Théodore. Encore des excuses, encore des justifications. Je ne savais pas si j'avais envie de la lire, mais je savais que je le ferais, tôt ou tard. Parce que même après tout ça, même après toute cette douleur, une partie de moi voulait encore l'entendre. Je suis rentrée chez moi sous la pluie. Je n'ai pas pris le métro. J'ai marché, longtemps, sans but précis, juste pour sentir l'eau froide sur mon visage, pour me sentir vivante. L'enveloppe pesait lourd dans mon sac, comme une bombe à retardement. Une autre lettre de Théodore, une autre tentative de justifier l'injustifiable. Quand je suis arrivée chez moi, il était presque 19 heures. L'appartement était silencieux, vide, comme toujours. J'ai enlevé mon manteau trempé, mes chaussures. Je me suis fait du thé, et puis je me suis assise à la table de la cuisine. L'enveloppe devant moi. J'ai pensé ne pas l'ouvrir, la jeter, la brûler, faire comme si elle n'existait pas. Mais je ne pouvais pas. Parce qu'une partie de moi, cette partie stupide, masochiste, voulait savoir ce qu'il avait à dire, ce qu'un homme qui vous fait croire qu'il est mort peut bien avoir à vous dire. J'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur, plusieurs feuilles, couvertes de l'écriture de Théodore. Cette écriture que je connaissais si bien, que j'avais vue sur des listes de courses, des cartes d'anniversaire, des plans d'architecture. Cette écriture qui m'avait dit « je t'aime » pendant 42 ans. Et qui, maintenant, allait me dire autre chose. Ma chère Odette, si tu lis ces mots, c'est que Marianne te les a donnés. C'est que tu as découvert la vérité. Et je suppose que tu me détestes. Tu as raison de me détester. Je sais que rien de ce que je peux écrire ne changera ce que j'ai fait. Rien ne réparera la douleur que je t'ai causée. Mais je veux que tu saches quelque chose. Je ne t'ai jamais détesté. Je ne suis jamais partie parce que tu n'étais pas assez bien. Ou parce que tu avais fait quelque chose de mal. Je suis partie parce que j'étais lâche, parce que j'ai rencontré quelqu'un et que je suis tombée amoureux. Et au lieu de t'en parler, au lieu d'être honnête, j'ai choisi de mentir, de vivre 2 vies, de te trahir tous les jours pendant 15 ans. Et quand j'ai compris que je ne pouvais plus continuer comme ça, au lieu de te dire la vérité, j'ai choisi la pire solution possible, disparaître. Je me suis dit que si je mourais, tu pourrais faire ton deuil, tourner la page, trouver quelqu'un d'autre, être heureuse. Mais je me trompais, parce qu'on ne peut pas faire le deuil de quelqu'un qui n'est pas mort. On ne peut pas tourner la page d'un mensonge. Tout ce que j'ai fait, c'est te voler 6 ans de ta vie. 6 ans que tu as passé à pleurer un fantôme pendant que moi, je vivais avec une autre femme. Et pour ça, je ne pourrai jamais me pardonner. J'ai posé la lettre. Mes mains tremblaient trop pour continuer. J'ai bu une gorgée de thé. Il était tiède maintenant, amer. Puis, j'ai repris la lecture. Tu te demandes sûrement pourquoi je ne suis pas simplement partie. Pourquoi je ne t'ai pas dit « Odette, je suis tombé amoureux de quelqu'un d'autre. Je veux divorcer. » La vérité, j'avais peur. Peur de te faire souffrir. Peur de voir ton visage quand je te le dirai. Peur de te voir pleurer. Peur de perdre l'image que tu avais de moi. Parce que pendant 42 ans, j'ai été ton mari, ton compagnon, celui en qui tu avais confiance, celui que tu aimais. Et je ne supportais pas l'idée de devenir, à tes yeux, celui qui t'avait trahi. Alors j'ai choisi de devenir, à tes yeux, celui qui était mort,
Parce que les morts, on peut continuer à les aimer. Les morts, on peut les idéaliser, les pleurer, les garder dans son cœur. Mais les traîtres, on les déteste. Et je préférais que tu me pleures plutôt que tu me détestes. J'ai fermé les yeux. Des larmes coulaient sur mes joues. Pas de tristesse, de colère, parce qu'il avait fait tout ça, tout ce mensonge, toute cette mascarade, pour protéger son image. Pas pour me protéger, moi, pour se protéger, lui. Je sais ce que tu penses, que je suis égoïste, que je suis lâche, que je suis un monstre, et tu as raison. Mais je veux que tu saches une chose. Pendant toutes ces années, même quand j'étais avec Marianne, même quand je tenais Louise dans mes bras, une partie de moi pensait encore à toi, à nos dimanches chez ma mère, à nos promenades dans le jardin du Luxembourg, à cette façon que tu avais de poser ta main sur la mienne quand on regardait la télévision. Tu as été une bonne épouse, Odette, meilleure que je ne le méritais. Et je suis désolée, vraiment désolée. Je sais que ces mots ne suffisent pas, qu'ils n'effaceront jamais ce que j'ai fait, mais je voulais que tu les entendes quand même. J'ai tourné la page. Il y avait encore quelques lignes. Maintenant que tu sais la vérité, tu as un choix à faire. Tu peux me dénoncer, aller voir la police, leur dire que j'ai falsifié ma mort. Le docteur Marvaux et moi, on ira en prison. Marianne perdra tout. Louise découvrira qui est vraiment son père, et tu auras ta vengeance. Ou tu peux choisir de ne rien faire, de tourner la page, de vivre ta vie, de me laisser vivre avec mes regrets et ma culpabilité. Je ne te demande pas de me pardonner, je ne le mérite pas, mais je te demande de penser à Louise. Elle n'a rien fait, elle ne sait rien, elle est innocente. Quoi que tu décides, je le comprendrai. Et quoi que tu décides, sache que je suis désolée. Pour toujours, Théodore. J'ai reposé la lettre sur la table. Je suis restée là, immobile, pendant un long moment. Dehors, la nuit était tombée. Paris s'était endormi. Mais moi, je ne dormais pas. Je réfléchissais. Théodore me demandait de choisir entre la vengeance et le pardon, entre la justice et la compassion, entre détruire sa nouvelle vie ou le laisser vivre avec sa culpabilité. Mais ce n'était pas aussi simple, parce qu'il ne s'agissait pas seulement de lui. Il y avait Marianne, qui l'avait attendu pendant 15 ans, qui avait cru à ses promesses, qui vivait maintenant avec un homme qui n'était jamais vraiment là. Il y avait Louise, une adolescente innocente, qui ne savait rien, qui aimait son père, qui méritait d'avoir une famille. Et il y avait le docteur Marvaux, qui avait trahi son serment, qui avait menti, qui avait aidé Théodore à me détruire. Mais surtout, il y avait moi, Odette Chastain, 69 ans, une femme qui avait passé 42 ans à aimer un homme qui ne le méritait pas. Une femme qui avait passé 6 ans à pleurer un mort qui n'était pas mort. Une femme qui, maintenant, devait décider ce qu'elle voulait faire du reste de sa vie. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place? Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai relu la lettre plusieurs fois. J'ai repensé à tout. À notre rencontre, à notre mariage, à nos années ensemble. J'ai repensé à Marianne, à son regard coupable, à sa façon de dire « je suis désolée », comme si ces mots pouvaient tout effacer. J'ai repensé à Louise, à ses grands yeux verts, à sa façon de dire « on ne peut pas manquer quelqu'un qu'on ne connaît pas vraiment ». Et j'ai repensé à Théodore, cet homme que j'avais aimé, cet homme qui m'avait trahi, cet homme qui, même maintenant, essayait de se justifier. Vers 5 heures du matin, j'ai pris une décision. Je n'allais pas aller voir la police, je n'allais pas dénoncer Théodore, je n'allais pas détruire sa nouvelle vie. Pas parce que je lui pardonnais, pas parce que je comprenais, mais parce que je refusais de devenir comme lui, parce que je refusais de détruire une adolescente innocente pour me venger d'un homme lâche, parce que je refusais de passer le reste de ma vie à me battre contre des fantômes. J'avais déjà perdu assez de temps, assez d'énergie, assez de larmes. Théodore avait choisi sa vie, sa nouvelle famille, son mensonge. Maintenant, c'était à moi de choisir la mienne. J'ai sorti l'alliance de ma poche, cette bague en or blanc avec son émeraude. Cette bague qu'il m'avait offerte pour nos 20 ans de mariage. Pour toi, ma fidèle Odette. J'ai regardé cette bague longuement, et puis je l'ai posée sur la table, à côté de la lettre. Je n'allais plus la porter, pas par colère, pas par vengeance, mais parce qu'elle représentait un mensonge, et je ne voulais plus porter de mensonge. Le lendemain matin, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis 6 ans. Je suis sortie sans destination précise. Je suis allée au jardin du Luxembourg. J'ai marché, j'ai respiré, j'ai regardé les gens passer. Des couples, des familles, des enfants qui couraient, des vies normales, simples. Et je me suis dit, moi aussi, je mérite ça. Une vie normale, simple, vraie,
En rentrant chez moi, j'ai trouvé un message sur mon répondeur. C'était Marianne. Madame Chastain, Odette, je voulais juste vous dire merci. Pour hier, pour avoir écouté, pour ne pas avoir crié, pour votre dignité. Je sais que ça ne change rien, mais je voulais que vous le sachiez. Et si un jour vous voulez parler, je serai là. J'ai écouté ce message 3 fois, et quelque chose d'étrange s'est passé. Je n'ai pas ressenti de colère, ni de haine, juste de la tristesse. Pour elle, pour moi, pour toutes les femmes qui aiment des hommes incapables de choisir. Le soir même, j'ai reçu un autre appel. Le docteur Marvaux. Madame Chastain, j'ai appris que vous êtes allée voir Marianne. Je voulais savoir ce que vous allez faire. Sa voix tremblait. Ce que je vais faire? Oui. Vous allez nous dénoncer? J'ai réfléchi. Non. Un long silence. Non, non. Je ne vais pas vous dénoncer. Ni vous, ni Théodore. Pourquoi? Parce que la justice que je cherche n'est pas celle d'un tribunal. Le docteur Marvaux a soupiré. Un soupir de soulagement. Merci. Vraiment. Je ne sais pas quoi dire. Ne dites rien. Mais sachez une chose, docteur. Vous allez vivre avec ce mensonge pour le reste de votre vie. Vous allez vous réveiller tous les matins en sachant ce que vous avez fait. Et ça, c'est pire que n'importe quelle prison. Il n'a pas répondu, parce que c'était vrai. J'ai raccroché, et j'ai souri. Pas de joie, de soulagement, parce que j'avais choisi. J'avais choisi de ne pas me venger. J'avais choisi de ne pas détruire. J'avais choisi de partir. Les semaines qui ont suivi ont été étranges. Ni bonnes, ni mauvaises. Juste différentes. Je me réveillais le matin et, pendant quelques secondes, j'oubliais. J'oubliais que Théodore n'était pas mort. J'oubliais qu'il vivait à Boulogne avec une autre famille. J'oubliais que toute ma vie avait été un mensonge. Et puis je me souvenais. Et il fallait recommencer. Se lever, s'habiller, faire comme si tout allait bien. Au début, j'ai pensé déménager, quitter cet appartement, quitter Paris, aller ailleurs, recommencer dans un endroit où personne ne me connaissait, où personne ne me regarderait avec pitié. Mais puis je me suis dit, pourquoi? Pourquoi devrais-je partir? C'est lui qui avait menti. C'est lui qui avait triché. C'est lui qui avait détruit notre mariage. Pas moi. Alors je suis restée. J'ai commencé à faire des choses que je n'avais pas faites depuis des années. J'ai repris la lecture. Pas des romans légers, des livres profonds, des essais, de la philosophie. Des biographies de femmes fortes qui avaient survécu à des tragédies. J'ai recommencé à sortir. Pas beaucoup. Juste des petites promenades. Au marché. Au parc, dans les musées. J'ai même repris contact avec une vieille amie, Françoise, que je n'avais pas vue depuis le décès de Théodore. Odette, ça fait si longtemps. Comment vas-tu? Je vais bien. Mieux même. Tu as l'air différente, plus vivante. Elle avait raison. Pour la première fois depuis 6 ans, je me sentais vivante. Un matin, en triant des papiers, j'ai trouvé un vieux carnet. Mon carnet de jeunesse. Celui que je tenais avant de rencontrer Théodore. Dedans, il y avait des poèmes, des dessins, des rêves. Je veux voyager, voir l'Italie, apprendre à peindre, écrire un livre. J'avais 23 ans quand j'avais écrit ça. Et puis j'avais rencontré Théodore. Je m'étais mariée. J'avais rangé mes rêves dans un tiroir, parce que c'est ce qu'on faisait à l'époque. On se mariait, on s'occupait de son mari. On oubliait qui on était avant. J'ai relu ces pages pendant des heures, et j'ai réalisé quelque chose. Je n'avais que 69 ans. J'étais en bonne santé. J'avais de l'argent de côté. J'avais du temps. Pourquoi ne pas recommencer? Pourquoi ne pas réaliser ces rêves que j'avais abandonnés il y a 40 ans? Alors j'ai fait quelque chose de fou. J'ai réservé un billet d'avion pour Rome, seule. Pour la première fois de ma vie, j'allais voyager seule. Le jour du départ, j'étais nerveuse. Je me suis regardée dans le miroir. Une femme de 69 ans. Des rides, des cheveux gris, des mains fatiguées, mais aussi quelque chose de nouveau dans mes yeux. De la détermination, de l'espoir. Rome était magnifique. J'ai marché pendant des heures. Le Colisée, le Vatican, la fontaine de Trévi. J'ai mangé des pâtes dans de petits restaurants. J'ai bu du vin rouge en regardant le coucher de soleil depuis mon balcon d'hôtel. J'ai parlé avec des inconnus, des touristes, des Italiens. Et personne ne me connaissait. Personne ne savait mon histoire. Personne ne me regardait comme la pauvre veuve. J'étais juste Odette, une femme libre. Un soir, assise dans un café près de la Piazza Navona, j'ai repensé à Théodore. Pas avec colère, pas avec tristesse. Juste avec indifférence. Et j'ai compris quelque chose. Je l'avais aimé pendant 42 ans. J'avais pleuré sa mort pendant 6 ans. Mais maintenant, je ne ressentais plus rien. Ni amour, ni haine, ni regret.
Juste du vide. Et ce vide, aussi étrange que cela puisse paraître, me libérait. En rentrant à Paris, j'ai pris une autre décision. Je n'allais plus visiter le columbarium. Cette urne vide, ce mensonge de marbre, je n'avais plus rien à faire là-bas. J'ai appelé le cimetière. J'ai demandé qu'on retire l'urne. « Vous êtes sûre, Madame Chastain ?»« Oui, je suis sûre. Et que voulez-vous qu'on en fasse ? Jetez-la. Elle est vide, de toute façon. » Un silence. « Pardon ? Rien. Faites ce que vous voulez. » Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel. Un numéro que je ne connaissais pas. « Allô ? Madame Chastain ?» Une voix de jeune fille. Hésitante, timide. « Oui, c'est Louise. Louise Lacroix. » Mon cœur s'est arrêté. « Louise ? Oui, j'espère que ça ne vous dérange pas que je vous appelle. Maman m'a donné votre numéro. Elle m'a dit que vous étiez venu nous voir. Oui, c'est vrai. » Un long silence. Elle m'a tout raconté. Je ne savais pas quoi dire. Tout ? Oui. Qui vous êtes ? Qui est vraiment mon père ? Ce qu'il a fait. Sa voix tremblait. Je suis désolée. Vraiment, je ne savais pas. Je sais, ce n'est pas ta faute. Je voulais juste vous dire merci. Me remercier ? Pourquoi ? Pour ne pas nous avoir détruites. Maman m'a dit que vous auriez pu aller voir la police, que mon père aurait pu aller en prison, que notre vie aurait pu s'effondrer. Mais vous ne l'avez pas fait. J'ai fermé les yeux. Louise, je ne l'ai pas fait pour ton père. Je l'ai fait pour toi. Parce que tu n'as rien fait de mal. Parce que tu mérites d'avoir une famille. Même si cette famille est construite sur un mensonge. Merci. Elle a hésité, puis, je peux vous poser une question ? Bien sûr. Vous le détestez ? Mon père ? J'ai réfléchi. Non, je ne le déteste pas. Vraiment ? Vraiment. Parce que le détester, ce serait lui donner encore du pouvoir sur moi. Et je ne veux plus. Louise a soupiré. Maman pleure beaucoup ces derniers temps. Depuis que vous êtes venu, elle dit qu'elle se sent coupable, qu'elle vous a volé votre vie. Elle ne m'a rien volé. C'est ton père qui a choisi. Mais elle savait qu'il était marié. Oui, mais l'amour nous fait faire des choses stupides, Louise. Ta mère a aimé un homme qui ne pouvait pas vraiment être à elle. Et maintenant, elle vit avec les conséquences, tout comme moi. Et vous ? Vous allez bien ? Cette question m'a surprise. Personne ne me l'avait posée depuis longtemps. Oui, je vais bien. Mieux qu'avant, en fait. Vraiment ? Oui, parce que maintenant, je sais la vérité. Et la vérité, même quand elle fait mal, c'est toujours mieux que le mensonge. Nous avons parlé encore quelques minutes. Louise m'a raconté ses études, ses rêves, son envie de devenir architecte, comme son père, mais pas pour lui ressembler, pour faire mieux que lui. J'ai souri. Tu feras mieux que lui, Louise. J'en suis sûre. En raccrochant, j'ai senti quelque chose d'étrange dans mon cœur, de la tendresse, pour cette jeune fille que je ne connaissais pas vraiment. Cette jeune fille qui portait le poids des mensonges de son père. Cette jeune fille qui, malgré tout, essayait d'être meilleure que lui. Les mois ont passé. J'ai continué à vivre, à voyager, à découvrir. Je suis allée à Florence, à Venise, à Lisbonne. J'ai pris des cours de peinture. J'ai appris à dessiner. Pas très bien, mais ça m'était égal. J'ai même commencé à écrire. Mon histoire, pour moi, pour ne pas oublier, pour ne plus jamais laisser quelqu'un me mentir. Un jour, en sortant de mon cours de peinture, j'ai croisé une femme, blonde, élégante, un sac en cuir sur l'épaule. Marianne. Nous nous sommes regardés pendant quelques secondes. Elle a baissé les yeux la première. Madame Chastain, Marianne. Je ne savais pas que vous veniez ici. Je prends des cours de peinture, tous les mardis. Elle a hoché la tête. C'est bien. C'est important d'avoir des passions. Nous sommes restés là, debout, mal à l'aise. Puis Marianne a dit, Louise m'a dit qu'elle vous avait appelé. Oui, c'est une jeune fille adorable. Elle vous aime bien. Elle dit que vous lui avez dit qu'elle ferait mieux que son père. Ça l'a beaucoup touchée. C'est la vérité. Marianne a souri tristement. Vous savez, Théodore parle souvent de vous. J'ai haussé un sourcil. Vraiment ? Oui. Il dit qu'il regrette, que s'il pouvait revenir en arrière, il ferait les choses différemment. Mais il ne peut pas. Non. Comment va-t-il ? Ai-je demandé, sans vraiment savoir pourquoi. Marianne a hésité. Pas bien. Il a de vrais problèmes cardiaques maintenant. Le docteur Marvaux lui a dit de ralentir, de se reposer. Mais il continue à travailler, à voyager, à fuir, je suppose. J'ai pensé à cette ironie. Théodore avait simulé une maladie cardiaque, et maintenant, il en avait une vraie. La vie avait son propre sens de la justice. « Je suis désolée », ai-je dit. Marianne m'a regardée, surprise. « Désolée ? Pourquoi ? Parce que vous méritez mieux.
Vous méritez un homme qui soit vraiment là, pas un fantôme qui passe sa vie à fuir. Les yeux de Marianne se sont remplis de larmes. Merci. Et Louise mérite un père présent. Je sais, nous nous sommes séparés là, sans promesse de nous revoir, sans fausse amitié, juste deux femmes qui avaient aimé le même homme, et qui, chacune à leur façon, en payèrent le prix. Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai regardé l'alliance posée sur mon bureau, cette bague que je n'avais plus portée depuis des mois. J'ai pensé la vendre, la jeter, la donner, mais finalement, je l'ai mise dans une petite boîte et je l'ai rangée au fond d'un tiroir, pas par nostalgie, pas par regret, mais parce que cette bague faisait partie de mon histoire. Et mon histoire, aussi douloureuse soit-elle, m'avait menée jusqu'ici, jusqu'à cette femme libre, cette femme forte, cette femme qui avait appris que le bonheur ne dépend jamais de quelqu'un d'autre, mais toujours de soi-même. 2 ans ont passé. 2 ans pendant lesquels j'ai vécu plus intensément que pendant les 42 années de mon mariage. J'ai voyagé, j'ai peint, j'ai écrit, j'ai rencontré des gens, j'ai ri, j'ai pleuré, j'ai vécu. Et peu à peu, Théodore est devenu un souvenir lointain, pas douloureux, juste lointain, comme quelque chose qui appartenait à une autre vie, à une autre Odette. Un matin de mars, j'ai reçu un appel. C'était Louise. « Madame Chastain ? Louise. Bonjour. Comment vas-tu » Sa voix était différente, tendue, inquiète. Je voulais vous prévenir. Mon père, il est à l'hôpital. » Mon cœur s'est serré. « À l'hôpital ? Oui. Il a fait un véritable arrêt cardiaque. Cette fois, ce n'est pas une mise en scène. » Je ne savais pas quoi dire. « C'est grave ? » ?»« Oui, très grave. Les médecins ne savent pas s'il va s'en sortir. »« Je suis désolée, Louise. » Elle a hésité. « Je sais que ça peut paraître étrange, mais maman se demandait si vous voudriez venir, le voir. » J'ai fermé les yeux. Voir Théodore. Après 2 ans. Après tout ce qu'il m'avait fait. Pourquoi ? Parce qu'il vous demande. Il répète votre nom. Sans arrêt. Odette. 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 J'ai raccroché. J'ai regardé par la fenêtre. Paris sous la pluie. Comme toujours. Aller le voir. Ou ne pas y aller. Pendant des heures, j'ai hésité. Une partie de moi voulait rester chez moi. Fermer la porte. Oublier. Ne plus jamais entendre parler de lui. Mais une autre partie, cette partie qui avait passé 42 ans avec lui, voulait savoir, voulait le voir. Une dernière fois. Pas par amour, pas par pitié. Juste pour clore le chapitre. Définitivement. Le lendemain, je suis allé à l'hôpital. L'hôpital Georges Pompidou. Unité de cardiologie. Chambre 312. Marianne m'attendait dans le couloir. Elle avait vieilli. Des cernes sous les yeux. Des cheveux gris aux tempes. Une fatigue profonde dans le regard. « Merci d'être venu. Comment va-t-il ? » « Pas bien. Il a eu un triple pontage, mais son cœur est faible, très faible. Il sait que je suis là ? Oui, je lui ai dit. Il veut vous voir, seul, si vous acceptez. » J'ai hoché la tête. « D'accord. » Marianne m'a conduite jusqu'à la porte de la chambre. « Je serai dans la salle d'attente. Prenez votre temps. » Elle est partie, et je suis resté là. Devant cette porte blanche, mon cœur battait vite, mes mains tremblaient. J'ai respiré profondément, et je suis entré. Théodore était allongé dans le lit, pâle, amaigri, des tubes partout, des machines qui bipaient, une perfusion, un masque à oxygène. Il avait l'air si petit, si fragile, rien à voir avec l'homme élégant que j'avais connu, rien à voir avec l'architecte respectable, le mari attentionné, juste un vieil homme malade, seul, diminué. Il a ouvert les yeux quand il m'a entendu entrer. Odette, sa voix était faible, rauque. « Bonjour Théodore. » Je me suis approchée. Je me suis assise sur la chaise à côté du lit. Nous nous sommes regardés pendant un long moment. « Tu es venu ? » ?»« Oui. Je ne pensais pas que tu viendrais. » »« Moi non plus. » Il a fermé les yeux. Une larme a coulé sur sa joue. « Je suis désolée. Je sais. » »« Non, tu ne sais pas. Tu ne peux pas savoir à quel point je suis désolée. J'ai regardé cet homme qui avait détruit ma vie. Et j'ai ressenti rien. Ni colère, ni tristesse, ni amour, ni haine. Juste du vide. Tu as lu ma lettre ? Oui. Et quoi ? Tu voulais que je te pardonne ? Il a secoué la tête faiblement. Non, je ne mérite pas ton pardon. Je voulais juste que tu saches que je regrette. Qu'est-ce que tu regrettes exactement, Théodore ? De m'avoir trahi ? De m'avoir menti ? Ou juste de t'être fait prendre ? Il a ouvert les yeux. Il m'a regardé. Je regrette tout. Chaque jour de ma vie depuis que je suis partie, je regrette. Vraiment ? Parce que tu es resté avec Marianne. Tu as élevé Louise. Tu as vécu cette vie que tu voulais. Alors qu'est-ce que tu regrettes vraiment ?
Théodore a détourné le regard. Je regrette de t'avoir fait souffrir. Mais tu ne regrettes pas de m'avoir quitté? Non. Au moins, il était honnête. Tu l'aimes toujours, Marianne? Il a hésité. Je ne sais pas. Je crois que je ne sais plus ce qu'est l'amour. Et Louise? Louise mérite mieux que moi. J'ai souri tristement. Pour une fois, on est d'accord sur quelque chose. Théodore a toussé, violemment. Les machines se sont affolées. Une infirmière est entrée en courant. Monsieur Lacroix, calmez-vous. Respirez doucement. Elle a ajusté le masque à oxygène, a vérifié les machines. Vous devriez peut-être partir, madame. Il a besoin de repos? J'ai hoché la tête. Je me suis levé. Théodore a attrapé ma main, faiblement. Odette, attends. Oui? Est-ce que tu as été heureuse? Après? J'ai réfléchi. Oui, plus heureuse que je ne l'ai jamais été avec toi. Il a fermé les yeux. Une autre larme a coulé. Tant mieux. C'est tout ce que je voulais. J'ai retiré ma main. Au revoir, Théodore. Au revoir, Odette. En sortant de la chambre, j'ai croisé Marianne et Louise dans le couloir. Louise pleurait. Marianne la tenait dans ses bras. « Comment est-il » a demandé Marianne. « Faible, mais conscient. Vous devriez aller le voir. » Marianne a hésité. « Il vous a dit quelque chose ?» Il m'a dit qu'il regrettait. « Et vous? Vous lui avez pardonné ?» J'ai secoué la tête. « Non, et je ne le ferai jamais. Mais je ne le déteste plus non plus. C'est déjà beaucoup, » a murmuré Marianne. « Peut-être. » Louise s'est détachée de sa mère. Elle s'est approchée de moi. « Merci d'être venue. Ça compte beaucoup pour lui, pour nous. » J'ai posé une main sur son épaule. « Prends soin de toi, Louise. Et souviens-toi, tu n'es pas responsable des erreurs de ton père. Tu es ta propre personne. » Elle a hoché la tête. « Merci. » Je suis partie. En sortant de l'hôpital, j'ai respiré l'air frais. Le printemps arrivait. Les arbres bourgeonnaient. Le ciel était bleu. Paris était belle. Et j'étais vivante. Théodore est mort 3 jours plus tard. Cette fois, pour de vrai. Marianne m'a appelé pour me l'annoncer. Il est parti cette nuit, paisiblement. Louise et moi étions à ses côtés. Je suis désolée. Merci. Pour tout. Pour être venue. Pour lui avoir parlé. Je pense que ça lui a permis de partir en paix. Il y a eu des obsèques. De vrais obsèques, cette fois. Je n'y suis pas allée. Pas par colère. Pas par mépris. Juste parce que je n'avais plus ma place là-bas. Théodore appartenait à Marianne et Louise maintenant. Moi, j'avais tourné la page. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu une lettre de Louise. « Chère Odette, je voulais vous remercier pour tout, pour votre dignité, pour votre gentillesse, pour avoir pardonné, même si vous dites que vous ne l'avez pas fait. Papa est mort en prononçant votre nom. Je ne sais pas ce que ça signifie. Peut-être qu'il vous aimait encore, peut-être qu'il regrettait, mais ce que je sais, c'est qu'il vous a fait du mal, et que vous auriez pu nous détruire. Mais vous ne l'avez pas fait. Vous m'avez appris quelque chose d'important, qu'on peut être forte sans être méchante, qu'on peut souffrir sans devenir cruelle. Merci, Louise. » J'ai relu cette lettre plusieurs fois, et j'ai pleuré. Pas sur Théodore, sur cette jeune fille qui avait appris, trop jeune, que les adultes mentent, que les pères abandonnent, que l'amour peut faire mal, mais qui, malgré tout, continuait à croire en la bonté. J'ai rangé cette lettre dans une boîte, à côté de l'alliance, à côté des photos, tout ce qui restait de cette vie d'avant, cette vie que je n'avais plus, cette vie dont je ne voulais plus. Ce soir-là, je me suis assise sur mon balcon. J'ai bu un verre de vin rouge, j'ai regardé Paris s'endormir, et j'ai pensé à tout ce chemin parcouru, de la femme brisée que j'étais il y a 2 ans, à la femme libre que j'étais devenue. Théodore avait cru que me faire croire qu'il était mort me libérerait. Il avait tort. Ce n'est pas sa mort qui m'a libérée, c'est la vérité, et le choix que j'ai fait ensuite. Le choix de ne pas me venger, de ne pas détruire, de ne pas devenir amère. Le choix de vivre, vraiment vivre. La vie avait rendu justice. Théodore avait passé ses dernières années à fuir, à mentir, à vivre dans la peur d'être découvert. Il avait eu une vraie maladie cardiaque, comme un écho cruel à son faux arrêt cardiaque. Il était mort seul. Même entouré de Marianne et Louise, il était seul, parce que personne ne peut vraiment aimer quelqu'un qui ment tout le temps. Et moi, j'avais trouvé la paix, pas en le pardonnant, pas en oubliant, mais en comprenant que je ne pouvais pas changer ce qu'il m'avait fait, mais que je pouvais changer ce que j'en faisais. Et j'avais choisi de vivre, de voyager, de rire, de créer, d'aimer à nouveau. Pas un homme, mais la vie, ma vie. Aujourd'hui, j'ai 71 ans. 2 ans se sont écoulés depuis la mort de Théodore. 4 ans depuis que j'ai trouvé ce téléphone, ce message,
cette vérité qui a tout changé. Et quand je regarde en arrière, je ne vois plus une victime, je vois une survivante. Ce matin, je me suis réveillée dans mon appartement du 15e arrondissement. Le soleil entrait par la fenêtre, les oiseaux chantaient, Paris était belle. J'ai préparé mon café, j'ai ouvert mon carnet. Et j'ai écrit, comme tous les matins depuis 3 ans. J'écris mon histoire, pas pour la publier, pas pour devenir célèbre, juste pour ne pas oublier la femme que j'étais et la femme que je suis devenue. Il y a quelques mois, j'ai reçu un appel de Marianne. Odette, c'est Marianne. Sa voix était différente, plus légère, presque apaisée. Bonjour Marianne, comment vas-tu? Je vais bien. Mieux. Je voulais te dire quelque chose. Je t'écoute. J'ai vendu l'appartement de Boulogne. Louise et moi, on déménage. À Lyon. À Lyon? Oui, c'est là que j'ai grandi. J'ai besoin de recommencer. Ailleurs, loin de Paris, loin des souvenirs. Je comprends. Et puis, j'ai quelque chose à te donner. Si tu acceptes de me voir, une dernière fois. J'ai hésité. Qu'est-ce que c'est? Quelque chose qui t'appartient. Nous nous sommes retrouvés dans un café près du Luxembourg. Le même café où Théodore m'avait emmené pour notre anniversaire de mariage, il y a des années. Marianne était là, assise près de la fenêtre. Elle avait coupé ses cheveux, elle portait un pull simple. Elle avait l'air libérée. « Merci d'être venue », a-t-elle dit en me voyant. « De rien ». Elle a sorti une enveloppe de son sac, une grande enveloppe Kraft. « Tiens, c'est pour toi. » Qu'est-ce que c'est? Des lettres. De Théodore. Il les avait gardées. Des lettres que tu lui avais écrites. Il y a longtemps, avant qu'il ne me rencontre. J'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait des dizaines de lettres, écrites de ma main, de mon écriture de jeune femme. Mon cher Théodore, je pense à toi tous les jours. J'ai hâte de te revoir. J'ai hâte qu'on se marie. J'ai hâte de commencer notre vie ensemble. Je t'aime, Odette. J'ai parcouru les lettres, une par une. Des lettres d'amour, des lettres d'espoir, des lettres d'une jeune femme qui croyait en l'amour éternel. Une jeune femme que je ne reconnaissais plus. Pourquoi tu me donnes ça? Marianne a baissé les yeux. Parce qu'il les avait gardées, toutes, pendant 40 ans. Il les avait cachées dans une boîte, au fond de son bureau. Il les avait gardées? Oui, je les ai trouvées en rangeant ses affaires. Et j'ai compris quelque chose. Quoi? Marianne a relevé les yeux vers moi. Qu'il ne t'avait jamais vraiment oublié. Qu'une partie de lui t'aimait encore, même après tout. J'ai refermé l'enveloppe. Ça ne change rien. Je sais, mais je voulais que tu le saches. Nous sommes restées silencieuses pendant un moment. Puis Marianne a dit, « Tu sais ce qui est étrange? » Quoi? Pendant 15 ans, j'ai cru que j'étais la femme de sa vie, celle qu'il avait vraiment choisie. Mais maintenant, je comprends qu'il n'a jamais vraiment choisi. Il a juste fui. Et toi? Tu regrettes? Marianne a réfléchi. Oui et non. Je regrette la douleur que j'ai causée. À toi, à Louise, à moi-même. Mais je ne regrette pas d'avoir aimé, même si cet amour était impossible, même si cet amour était égoïste. Et Louise? Louise va bien. Elle est forte, plus forte que moi, plus forte que son père. Elle veut devenir architecte, mais elle dit qu'elle construira des maisons pour les gens qui n'en ont pas. Des refuges, des lieux sûrs. J'ai souri. Elle sera meilleure que lui. Elle l'est déjà. Avant de partir, Marianne m'a serré dans ses bras. Merci Odette, pour tout. Pourquoi tu me remercies? Parce que tu m'as appris quelque chose. Quoi? Qu'on peut être blessé sans devenir méchante. Qu'on peut souffrir sans vouloir faire souffrir. Je l'ai regardée partir. Cette femme qui avait été mon ennemie. Cette femme que j'aurais pu détruire. Et j'ai compris qu'elle aussi avait été une victime. Pas comme moi, mais une victime quand même. Victime d'un homme qui ne savait pas choisir, qui ne savait pas aimer vraiment. En rentrant chez moi, j'ai relu les lettres que j'avais écrites à Théodore il y a 40 ans. Et j'ai pleuré. Pas sur lui, sur cette jeune femme que j'étais. Cette jeune femme qui croyait que l'amour suffisait. Cette jeune femme qui avait tout donné. Et qui, en retour, avait reçu des mensonges. Mais j'ai aussi souri. Parce que cette jeune femme avait disparu. À sa place, il y avait moi, Odette. 71 ans. Libre, forte, vivante. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu une invitation de Louise. Chère Odette, je soutiens mon projet de fin d'études à l'école d'architecture le 23 mai. J'aimerais beaucoup que vous soyez là, parce que vous m'avez inspirée, plus que vous ne le pensez. Affectueusement, Louise. J'y suis allée. L'école était magnifique, moderne, lumineuse. Louise était sur scène. Elle présentait son projet. Un centre d'accueil pour femmes victimes de violences, avec des espaces lumineux, des jardins, des lieux de sécurité et de paix.
Ce projet est dédié à toutes les femmes qui ont souffert en silence, à toutes les femmes qui ont été trahies, à toutes les femmes qui ont trouvé la force de se reconstruire. En disant ces mots, elle m'a regardé, et j'ai compris. Elle parlait de moi, mais aussi de sa mère, et de toutes les femmes qui, comme nous, avaient aimé des hommes imparfaits. Après la présentation, Louise est venue me voir. « Merci d'être venue. Ton projet est magnifique. J'espère qu'un jour il sera construit. Pour de vrai. Il le sera. J'en suis sûre. Vous savez, » a dit Louise en hésitant, « maman m'a raconté toute l'histoire, tout ce que papa vous a fait, tout ce que vous auriez pu nous faire, mais vous ne l'avez pas fait. Non. Pourquoi ? J'ai réfléchi. Parce que la vengeance ne répare rien. Elle ne fait que créer plus de douleur, et j'avais déjà assez souffert. Vous êtes quelqu'un de bien. » J'ai souri. Non, je suis juste quelqu'un qui a choisi de ne pas laisser la douleur me transformer en quelqu'un de mauvais. Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai repensé à tout ce chemin. De la femme brisée qui avait trouvé un téléphone, à la femme libre qui assistait au projet de fin d'études de la fille de son mari, la fille de l'homme qui l'avait trahie, la fille qui pourtant la considérait comme un modèle. La vie est étrange. Parfois, elle nous donne ce qu'on attend. Parfois, elle nous donne ce qu'on mérite. Et parfois, elle nous donne exactement ce dont on a besoin pour devenir qui on doit être. Aujourd'hui, quand je me regarde dans le miroir, je vois une femme différente. Pas plus jeune, pas plus belle, mais plus forte, plus libre, plus vraie. J'ai vendu l'alliance, pas par colère, pas par dépit, mais parce que je n'en avais plus besoin. Avec l'argent, j'ai acheté un billet d'avion pour le Japon, un pays que j'ai toujours voulu visiter, mais que Théodore trouvait trop loin. Maintenant, plus rien n'est trop loin. Je prends des cours de japonais. Je dessine, je peins, j'écris. J'ai même rencontré quelqu'un. Pas un mari, pas un amant, juste un ami. Un homme de 75 ans, veuf lui aussi, qui comprend la solitude, qui comprend la trahison, qui comprend qu'on peut recommencer même à notre âge. Nous prenons le thé ensemble tous les mardis. Nous parlons de tout, de rien, de la vie, de la mort, de l'amour. Tu crois qu'on peut vraiment pardonner ? M'a-t-il demandé un jour. Je ne sais pas, mais je crois qu'on peut accepter et avancer. C'est déjà beaucoup. Oui, c'est déjà beaucoup. Il y a quelques jours, je suis retournée au columbarium. Pas pour Théodore, son urne n'y est plus, mais pour moi, pour dire au revoir à la femme que j'étais, à celle qui croyait que son mari était mort, à celle qui portait le deuil d'un fantôme, à celle qui pensait qu'elle ne survivrait jamais. Je me suis assise sur un banc, j'ai regardé les tombes, les noms, les dates, et j'ai pensé à tous ces morts et à tous ces vivants qui leur survivent. Théodore n'est plus ici, mais moi, oui, et c'est tout ce qui compte. Avant de partir, j'ai laissé une petite pierre sur le banc, pas sur sa tombe. Il n'en a plus, juste une pierre, un symbole, un adieu. En marchant vers la sortie, j'ai croisé une femme, une jeune femme, la trentaine peut-être. Elle pleurait devant une tombe. Je me suis arrêtée. Ça va aller. Elle a levé les yeux vers moi. Comment vous pouvez savoir ? Parce que j'ai survécu. Survécu à quoi ? À la trahison, à la douleur, à la perte. Elle m'a regardée comme si je venais de dire quelque chose d'important. Et comment vous avez fait ? J'ai choisi de vivre, vraiment vivre, pas juste exister. Elle a essuyé ses larmes. Merci. De rien. En sortant du cimetière, j'ai pensé à cette femme, et j'ai espéré qu'elle trouverait, elle aussi, la force de se reconstruire, comme je l'avais fait. Ce soir, assise sur mon balcon, je regarde Paris, cette ville que j'aime, cette ville où j'ai souffert, cette ville où j'ai recommencé. Dans mon carnet, j'écris ces derniers mots, les derniers mots de cette histoire. Si vous m'écoutez aujourd'hui, si vous êtes passé par la trahison, par le mensonge, par la douleur, je veux que vous sachiez quelque chose. Vous survivrez. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais un jour, vous vous réveillerez et vous réaliserez que vous n'avez pas pensé à lui, que vous avez ri, que vous avez vécu. Et ce jour-là, vous comprendrez que vous êtes libre. Théodore pensait que me faire croire qu'il était mort me libérerait. Il avait tort. Ce n'est pas sa mort qui m'a libéré, c'est ma décision de vivre, de ne pas le laisser définir qui je suis, de ne pas laisser sa trahison me transformer en quelqu'un d'amer. Aujourd'hui, je suis heureuse. Pas parce que j'ai oublié, pas parce que j'ai pardonné, mais parce que j'ai compris que le bonheur ne dépend de personne d'autre que de moi. La vie m'a pris 42 ans avec un homme qui ne méritait pas mon amour. Mais elle m'a donné le reste de mes années pour apprendre à m'aimer moi-même. Et ça, personne ne pourra jamais me le voler. Si mon histoire aide ne serait-ce qu'une femme à ouvrir les yeux,
à trouver la force de partir, à choisir de vivre plutôt que de survivre. Alors tout cela aura eu un sens. Je m'appelle Odette Chastain. J'ai 71 ans et je suis vivante, vraiment vivante, pour la première fois de ma vie. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous et activez la cloche pour entendre d'autres femmes qui ont transformé la douleur en sagesse. Chaque jour, une femme, une leçon de vie. Partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez. Parfois, une histoire change toute une journée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.